Alors la création, on l'a fait finalement entre guillemets à quatre mains, c'est-à-dire qu'au niveau des compos, on a bossé en binôme avec Mathieu. Donc en fait voilà, tu balançais des plans, Ouais, c'est ça, ouais. des plans de guitare, etc. Nous, j'ai trouvé des lignes de voix dessus, raccrocher des textes forcément. Et puis en fait, on a essayé une espèce de ping-pong, c'est-à-dire qu'on s'envoyait chacun les deux des maquettes, puis après on s'est vu pour bosser. Et c'est vrai que souvent on part sur un squelette guitare acoustique. Ouais, c'est ça, tout en guitare sèche. Mm. Ouais. Et puis voilà, si on sent que ça sonne comme ça en guitare sèche et puis voix, ben, on se dit qu'après c'est plus de la fioriture entre guillemets. En fait, on a dû commencer au moins un an avant d'enregistrer l'album, les Ouais, compos. ouais, c'est ça. C'était l'été du confinement d'ailleurs. Oui, là on a dû commencer pendant le confinement. Ouais, Ouais. et puis Ça nous a permis, effectivement, le confinement donc on était isolés, moi je lui envoyais des riffs, il m'envoyait des idées de chant, après on se regroupait tous les deux. Puis comme on est assez productif en fait, on a tout dégrossi, on a choisi ce qui convenait, là où il avait des idées de texte. Après, moi j'ai plus élaboré l'harmonie, je suis basé sur des pré-maquettes, une fois qu'on avait défini une structure. Donc moi j'ai un petit home studio à l'ancienne avec lui. Donc j'aime bien où je fais qu'une prise, quoi, tu vois, l'objet c'est pas de faire un truc hyper fini, mais voilà. Et puis après il venait enregistrer ses parties de chant. Ouais, ce qui permettait d'avoir une maquette déjà élaborée avec les grattes, une boîte à rythme, des basses et tout ça. Donc après, on a proposé aux autres le projet. Le confinement, il y a eu le déconfinement, donc c'est plus facile de se voir, etc. Donc on a finalisé les morceaux. Et puis après, bah voilà, on est parti en studio. Parce que nous, on fait aussi à ça l'ancienne, c'est qu'on n'enregistre pas dans des home studios. On aime bien aller dans des vrais studios à l'ancienne où tu as la vraie batterie qui est installée dans un studio qui fait pour ça, les basses, les guitares, et puis on se met toujours un nombre de jours bien précis qui pourra être dans l'urgence rock'n'roll. Autrement, effectivement, tu es en studio, tu fais 40 prises de gratte étendues sur 2 mois, et après, quand même, tu perds l'essence même du truc. Quoi. Ouais. On est allé vite. On a mis du longtemps pour le sortir entre la compo effectivement mars 2020 puis la sortie du disque maintenant finalement ça fait plus de 2 ans. Ouais. Mais finalement il y a l'étape de création qui est longue sans être longue parce qu'effectivement le temps qu'on échange tous ensemble et après l'étape d'enregistrement c'est 10 jours de studio ou 15 jours de studio maximum en comptant les mix pour que ça reste pour que ça reste rock'n'roll. Et puis on a composé plus de morceaux qu'on avait besoin. Et donc du coup, parce que l'idée du concept Vieux Démon, enfin concept, je sais pas si on peut, c'est venu progressivement en fait, où nous on aime bien quand ça a du sens, un peu tout. Voilà, Eric il vient d'une classe artistique, donc c'est vrai qu'il est très pointu, puis il est prof de dessin, donc voilà. Et moi c'est pareil, j'ai vécu longtemps avec une nana qui était dans sa classe quand on était ado. Non mais c'est vrai qu'on en parlait par SMS, c'est vraiment été... et puis j'ai habité sur Paris aussi, j'ai travaillé dans des expos de peinture, des choses comme ça pendant un moment, et puis je faisais du studio et puis des concerts. Puis après je suis retourné à Bourg et puis on s'est rencontrés, et puis... donc on a aussi cette vocation un peu plus large que la musique, où on aime bien que ça aille plus loin que de proposer la musique, quoi. L'image, le texte et tout, il faut une vraie cohérence. Et le concept de Vieux Démon, c'est un peu ça. C'est marrant parce que le concept, comme dit Mathieu, on peut interpréter le disque, puis je pense que c'est un concept album, mais c'est pas un concept album avec une seule trame comme un The Wall ou Operation Mindcrime de Queen Trash. C'est-à-dire que c'est pas un thème principal et que tu as plein de personnages, puis tu développes l'histoire. C'est en fait le thème Vieux Démons, c'est vraiment nos vieux démons du passé qui ressortent, que ce soit notre amour pour cette musique-là, puis en même temps nos références aux anciens. Et en fait, on s'est aperçu parce que les textes parlent de choses complètement différentes, on s'est aperçu que finalement, quand on élaborait le disque, qu'il y avait presque une espèce de fil directeur qui était ce clin d'œil finalement qu'on a mis après dans tous les morceaux, dans toutes les compos, ce clin d'œil à plein de groupes de hard rock. C'est vrai qu'on écoute le disque, on dit là on dirait Santana, on dirait Hendrix, on dirait Deep Purple. C'est vraiment, et finalement c'est un concept album. C'est pour ça que le titre. Je suis assez fier du titre de l'album. On s'est prêté au jeu en fait de faire du copier-coller, mais du
détournements de riffs des années 70-80. Ouais, t'as senti le truc. Et l'objet, c'est rigolo, on avait une émission de radio l'autre jour, il me dit putain, mais Mathieu, il y a des trucs, on dirait que t'as pompé allègrement. Et je dis oui, c'est revendiqué, mais c'est détourné. Et l'objet, c'est de faire en sorte que les gens, quand ils écoutent, ils disent putain, mais ça me fait penser à quelque chose, mais j'arrive pas à trouver quoi. Mais c'est pas pompé, c'est gros clin d'œil. Et il y a un espèce de jeu pour celui qui veut bien écouter l'album, pour repérer tous ces riffs qui vont des années 65, parce qu'il y a des riffs de Cream, qui vont jusqu'aux riffs de Metallica ou de Sepultura. Enfin, il y a une palette très large, quoi. Et voilà, et puis les textes, après, sur les tabous. Au début on voulait faire un. Après, en fait, c'est marrant parce qu'au tout début on voulait faire un concept album sur les péchés capitaux. Puis après, putain, on se dit, waouh. Ça a déjà été fait. C'est tellement, ça a été vu et revu, c'est vrai, quoi. Et dire, bah voilà, machin. Et puis, alors, donc finalement, ils sont sous-jacents, ces thèmes, mais ils sont pas revendiqués. J'avais pas faire un album, les 7 péchés capitaux. C'est vrai que ça. C'était peut-être un peu too much. Donc, mais ils y sont quand même. Un petit peu comme ça, planqués, quoi. Même sur la couve. Puis c'est un hommage à tout ce qui nous a construit aussi. Bah ouais. Et en fait, là aussi, on parlait du confinement, ça nous a permis de nous replonger dans notre vinylothèque et CD-thèque. Et ça nous a permis, on avait plus de temps au confinement. Puis moi, j'avais pas passé ma vie à regarder des séries, il y a tout bien, mais bon, j'avais autre chose à faire. Et en fait, autre chose à faire, c'est de. En fait, il y a eu un moment, c'est une parenthèse. Ce confinement, ça a été une sorte de parenthèse enchantée quand même. C'est-à-dire que tu étais là, tu étais chez toi, tu profitais de ta famille, et puis tu avais d'autres choses à faire que certaines choses de ton quotidien. Et donc, on se replongeait instinctivement, on se replongeait dans mes vieux disques. Et en fait, tout ce que nous ont forgé, puis finalement, je pense que inconsciemment, ça a poussé le disque, les compos dans cette direction-là. Parce que c'est vrai que moi, pendant 2 mois, j'ai écouté que mes vieilleries, quoi. Mais ouais. Ouais, je me souviens plus bien, moi j'ai dû boire un peu trop. Mais bon, en tout cas, il se passe pas un jour en fait sans qu'on s'envoie des trucs. On est très prolifique. Il y a beaucoup de déchets, enfin de déchets, de choses mises de côté. Mais et puis l'idée c'est vraiment d'arriver à créer un truc. Et on a aussi beaucoup réfléchi à l'équilibre du disque. Parce que, par exemple, on a un morceau qui s'appelle Le Jardin des Délices, qui est acoustique, qui est un hommage en fait à Led Zeppelin 3, tout l'album. Donc on s'est dit, putain, il faudrait quand même qu'on. Donc j'avais ce truc qui traîne, et puis je te l'ai fait écouter, et tu m'as dit, ah ouais, putain, c'est super, et tout, puis on a construit ça. Et placer un morceau comme ça au milieu d'un album qui est quand même un peu appuyé, c'est vachement délicat, et je pense qu'on est vraiment arrivé à faire une sorte de progression de façon à ce que ça amène les choses. Alors c'est rigolo parce qu'il y a même un clin d'œil qu'on nous a donné, et c'est vrai, et qu'on n'avait pas identifié. C'est à un moment donné sur Je voulais te dire, il y a un riff, ça fait penser à Touch Too Much d'ACDC. Puis moi c'est pareil. Et nous on n'avait pas capté, et quand je réécoute je me dis mais oui. Donc comme quoi on est influencé de toute façon. Je crois qu'on n'invente plus grand chose. Après, effectivement, Mathieu, il est arrivé dans Messaline fin 2017, début 2018. Donc c'est vrai qu'il a appris les morceaux qu'on jouait avant. J'avais 3 semaines pour apprendre un morceau pour monter sur scène. J'adore ça. Puis le baptême du feu, c'était 3 semaines après. On a fait la première partie de Ange au Ninkasi KO, qui est la grosse salle de Lyon. Donc et le live est sur l'album. Parce qu'après, dans la foulée, on a voulu tout de suite, on était boulimique tout de suite, parce qu'on a voulu tout de suite composer 2 titres. Puis on s'est dit, tiens, on va en faire un vinyle. Donc on avait fait 2 titres, plus une reprise réarrangée d'un morceau qui était sur un ancien disque. Et la phase B, c'est le live du Ninkasi avec Ange. Et donc l'hôtel de Dépossédé, qui est le 5e album, mais en fait c'est plus un disque de transition, presque un EP amélioré, parce qu'en fait il y a que 2 compos du nouveau, il y avait eu que 2 compos du nouveau Messaline, une réinterprétation, puis après des réinterprétations mais live. Et donc après effectivement, après cette année 2018 où
on a fait quand même pas mal de choses en 2018 parce qu'on a eu ça, on a eu Trust, on a eu quelques. on a eu le responsable On qui a était fait des beaux concerts. Donc après 2019, on s'est mis à fond dans la compo, on a eu des choses. Et puis le Covid est arrivé tout de suite après. Donc, mais assez rapidement, on a vu que la manière de composer, c'était ça, c'était un ping-pong, un échange. C'était Mathieu m'envoie que des trucs à la guitare sèche. Donc après, il faut aussi se mettre dans le truc, parce que tu vois, tu chantes du hard et tout ça, puis tu as les trucs qui t'envoient, c'est oh j'ai joué à la lune, un peu Black Mort, bling 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 bling, oh bah tiens, puis après alors tu te dis putain mais on va en faire un truc, mais oui parce que les accords c'est les accords quoi, et finalement c'est quand même bien cette histoire de, je pense qu'on a trouvé le bon rythme, c'est-à-dire que les deux on est boulimiques, on sait de musique, c'est-à-dire qu'on fait des choses sans arrêt. Et, mais ce truc, hop, il m'envoie ces trucs improvisés, des fois c'est pas structuré, de guitare sèche, pof, j'arrive à avoir des passages où je me dis putain là je vais pouvoir faire deux chants, un machin, toc, on se rappelle et tout. Ça tu vois, et ça tu peux faire sur plusieurs pas plus long, de façon plus longue pour en construire un couplet dans plusieurs mesures, etc. Et hop, on commence à imbriquer les trucs, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment la super bonne méthode. Ouais, puis l'avantage en guitare sèche, c'est que l'objectif, c'est que ce soit jouable dans plusieurs contextes différents. Moi, je me mets à la place des gars, un riff qui va lui plaire, il faut qu'il soit en moyen de le jouer en guitare sèche, quoi. Pour moi, c'est important, parce que c'est la base. La base. Après, d'ailleurs, au final, on joue avec très peu de distorsion, et c'est vraiment... on a privilégié le côté rock. Mais, on avait tout programmé, c'est tombé, et on a hésité à maintenir les enregistrements, et on l'a fait quand même. Parce qu'il y a eu deux confinements en fait. Il y a eu le premier confinement dur entre guillemets de mars à mai, où là c'est vrai qu'on était tous enfermés chacun de notre côté. Mais ça a permis de nous ressourcer, et puis je trouve que c'était pas un mal. Et après il y a eu le deuxième confinement en novembre, et c'est là qu'on a commencé à enregistrer. Alors, le deuxième confinement, parce qu'on avait réservé les dates, on a hésité, puis après avec le studio en fait on s'est fait des accords pour y aller, même si c'était le confinement, on a pu faire des papiers, des papiers voilà. Et ce qui fait qu'on était après confinés aussi, mais en studio, c'était bien. Ouais. Alors, on a enregistré un petit peu à l'ancienne, oui, dans le sens où c'est en studio, comme je vous disais, avec des temps d'enregistrement assez courts, c'est-à-dire qu'on avait pris 2 jours pour la batterie. 4 jours pour la batterie. 4 jours. Le temps de faire le son, le premier jour peut-être. Moi, après 4 jours, je vois qu'on en a mis que 3. 3 jours pour la basse. Ouais. On a fait 3 jours pour les grattes électriques, 1 jour pour les guitares sèches, et puis après le chant. On a mis 2 jours, parce que le temps de 2 jours, parce que après il y avait l'erreur de cœur, et on a mis 2 jours pour le chant. Parce qu'on est allé dans un deuxième studio pour les invités aussi. Ouais. On a mis 2 jours pour le chant, c'est bien parce que ça te fait chanter. En fait, finalement, il y a 8 titres à chanter, puisqu'il y a 10 titres aux instruments. Ouais. Donc en fait, ça faisait 4 titres par jour, et encore, je crois que j'ai même pris un autre jour pour être un peu tranquille quand même. Donc les bons jours, t'en passes 3, et après le reste, je mettais peut-être 2 jours pour travailler un peu le truc. Mais ça n'empêche qu'effectivement, on a remarqué, de toute façon, Mathieu, et ça fait pareil 3 ans qu'il vient du studio, on a remarqué, même si c'est pas en live en studio, il n'y a pas basse, batterie, guitare en même temps, c'est quand même chacun après les autres. Ouais. On voit bien qu'un disque c'est 3 prises quoi. On est resté dans cette. Et en fait on est tous restés là-dedans, que ce soit la batterie, la guitare, moi je chante pareil, je veux dire. L'objectif c'est d'avoir le morceau en boîte en 3 prises, parce qu'après tu fais déjà chier quoi, puis t'as plus non, enfin, t'as déjà plus, je veux dire, t'as plus d'énergie de ce côté, parce que c'est pas évident
quand tu es en concert, l'énergie tu l'as parce que tu as tes potes sur scène, tu as une interaction avec le public, ça fait que toi tu l'auras toujours l'énergie sur scène. Et après, en studio, il faut avoir cette énergie-là, puis il faut être quand même concentré pour faire un truc où tu te dis bah, ça va rester dans le temps parce que c'est quand même une petite poussière d'éternité ce truc, parce que ça reste quand même dans le temps. Donc il faut quand même que ce soit parfait entre guillemets, mais il faut quand même l'énergie. Donc il y a ces deux choses à gérer, et je trouve qu'on la chope avec le moins de prise possible. La première pour t'échauffer, pour être dedans, et puis la deuxième tu gardes quoi. Enfin, dans l'absolu, je pense que c'est comme ça. Hein. On parlait de Dio l'autre jour. Ouais, qui faisait une prise en studio. Ah lui c'est pas pareil, c'est quand même c'était le meilleur. Bah, je comprends son état d'esprit, je veux dire que tu as répété les morceaux avant, tu vas en studio, normalement les morceaux tu les connais, tu lâches le truc quoi. Et surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on avait, moi dans mon petit home studio, on avait élaboré les maquettes, donc ça veut dire que tout était déjà très, très bien défini, mais on a quand même tenu à faire 4 répètes à 4 en live, pour faire en sorte que ce qu'on avait élaboré en studio soit possible de jouer en live. Oui, et du coup, ça a eu une incidence sur quelques morceaux, notamment Black Shaman, où d'ailleurs on a trouvé la partie d'Alain au top. Oui, à l'origine, ça y était pas. Oui, c'était oui, exactement, parce qu'on avait les maquettes et tout, puis après on a voulu, comme tu dis, faire les répètes, et puis il y a eu une répète, à la fin du morceau, on savait pas si on allait chanter ou si on allait faire un machin, puis Alain est parti dans une espèce de truc de batterie, tout ça, puis je lui dis, ouais putain, ça fait vachement rituel, puis Black Shaman, c'est ça parle espèce d'apocalypse des génocides qu'il y avait eu lors du temple solaire en Suisse, et c'est vrai que ça finit en espèce de rituel comme du chamanisme en fait. Et puis après dessus tu as les guitares qui tournent à la Hendrix, un truc comme une guitare en flamme et tout. Donc, mais en fait ce truc là ils sont partis sur une impro finalement en répète. Putain, quand j'ai vu ça je l'ai filmé. J'ai filé le truc là, je les ai laissés faire. Puis après, à la fin du morceau, je dis putain, les mecs, ça, on va le faire comme ça. Ah bah on a déconné, on va le faire comme ça. Après j'aurais montré, j'ai dit regardez, on va le faire comme ça. Donc tous les morceaux sont jouables, on a garanti, parce que sur un morceau comme Vieux Démon, à un moment donné, sur le pont central, moi j'ai mis 7 parties de guitare. Comme je disais l'autre jour, moi je suis tout seul sur scène à la guitare. Mais il y a des histoires d'harmonie, tout ça. Mais l'objet, c'était de dire, est-ce que c'est jouable en live? Parce que sinon ça sert à rien, fondamentalement. Et en fait, on les a joués, on a vu que c'était jouable, voilà, et puis du coup, on l'a fait comme on devait le faire. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, puis nous, on est plutôt des vieux démons. Ouais. J'avais lu il n'y a pas longtemps une interview de Ian Pace, batteur de Purple, c'est pareil. Bon, après, on parlait de Dio, de Ian Pace, donc on parle quand même des plus grands musiciens de l'histoire du hard rock ou du rock. Ian Pace, pareil. Maintenant, quand ils enregistrent un album avec plusieurs albums qu'ils font avec le producteur, j'ai perdu le nom mais ça va revenir, Bob Ezrin, ils font tout, Ian Pace il fait tout en une prise. Des fois il fait un peu un re-re sur une deuxième place et machin. Puis j'avais lu l'interview, il dit bah ouais, je fais tout en une prise et tout. 2 prises, il y a un petit machin. Et après, à partir de la 3e prise, j'ai l'impression de jouer dans un cover band quoi. Je fais et en fait, oui, je pense que faut aussi un maximum. Faut être bien préparé, je pense. Faut être bien préparé avant d'entrer dans le studio. Et puis pour être, pour garder cette énergie-là, je trouve que c'est vraiment important. Après, parce qu'après tu te démarques. Après, tu te démarques pas des autres prods qui sont des fois, ultra carré, ultra machin, tout ça, mais ultra froid, ultra lisse, ultra. Nous, il y a des petits pains dans. Ah ouais, d'accord. Il y a des endroits, ça accroche un peu. Ouais, mais alors après, le truc, c'est que ça, qu'on a été dans le truc. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, quand on écoute les vieux disques, on a des couacs. Il y a un accord qui est moins appuyé. S'il y a l'énergie, on s'en fout. Ouais, tu écoutes même tu écoutes certains albums de Led Zepp, ça flotte, hein. Pourtant Bonham, tu vois. Ça flotte au niveau de la gratte. Ouais. Il y a des fous. Ouais, sûrement, ouais. On a la chance parce qu'on fait plus du. Avant on faisait un peu de heavy metal, maintenant je pense qu'on fait plus du hard rock. Et c'est vrai que dans le hard rock tu peux te permettre de faire le truc. Après c'est vrai que dans des musiques plus extrêmes, j'ai des potes effectivement qui quand ils font du
death metal technique, ou du machin et tout ça. Après, c'est ce que je vois, peut-être pas dans le death, mais plutôt dans les musiques de speed metal ou truc. C'est hyper aseptisé parce que tu vois, voilà, la batterie finalement, au bout d'un moment, elle sonne plus comme une batterie, elle sonne comme une boîte à rythme parce que tu vois, c'est hyper compressé, machin. Nous, on voulait que la batterie, ça sonne comme une batterie, quoi. On voulait entendre les pots. Hein. On avait une idée très précise. Voilà, et c'est ça que je comprends. Le truc, c'est que c'est ultra métal, mais c'est déjà dans la prod, c'est ultra compressé et c'est tellement fait au poil de cul que finalement, on s'emmerde, quoi. Enfin, je comprends bien là, le côté. T'as le premier machin, couplet, t'écoutes le deuxième couplet, t'as l'impression que c'est la même chose. Ouais. Parce que souvent il y a après, c'est les styles. ou... Après, c'est les styles, c'est pour ça que je dis qu'on a la chance entre guillemets, de faire un style qui permet plus d'instinct. Ouais. Une marge d'improvisation. Oui. Ouais, aussi. Alors, il y a deux sortes d'invités, il y a les locaux et puis les nationaux, comme je les appelle. C'est pas du tout péjoratif, mais il faut les bien les classer. Les locaux, c'est tous les gens avec qui on a joué. Voilà. Puis des copains, des groupes et tout ça. Voilà. Et puis il y a des amis. Puis effectivement, c'était cette période de confinement et tout ça. Donc après, quand on a loué 2 jours un autre studio pour faire les prises de chœur, de clavier, d'orgamon et tout ça, tout le monde est venu sur les 2 jours. Et c'était super parce que c'était une petite famille. Parce qu'en fait, ils sont tous, les locaux, ils se sont tous rencontrés. On avait loué le studio du vendredi soir, on a fait le samedi et le dimanche. Les mecs ils venaient tous, donc t'as les Diesel Dust, les potes qui font du rock sudiste, donc le gratteux est arrivé, l'harmonie 6 aussi, puis hop, il y a des copines qui faisaient les voix, elles étaient encore là, puis après il y a le pote alors Gamon qui avait fait ses prises le vendredi soir, mais finalement il a dit ouais c'est super cool, il est revenu le lendemain bouffer, puis on s'est retrouvé à 19. parce que c'était justement, je disais tout à l'heure, c'était en janvier 2021, donc il y avait eu encore 2-3 semaines, on n'a pas arrêté, 2 semaines de confinement et tout, pareil, on avait les paplards et tout ça, et en fait tous ces musiciens qui font, on a certains qui font une date ou 2 dates par semaine. Ça faisait 1 an, les mecs, notamment le clavier Vicious, lui, il est intermittent, il fait que ça, et en fait, ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait pas joué, quoi, entre guillemets, presque un an qu'il n'avait pas joué. Donc en fait, voilà, il a ressenti comme tous, cette chaleur humaine. Donc en fait, puis c'est des potes et tout, donc voilà, ça c'est les invités locaux. Ouais. Après les nationaux. Alors les nationaux, moi j'avais ça en tête depuis un moment d'inviter des pointures, enfin moi ce que je considère comme des pointures, mais je voulais pas inviter des gens pour les inviter. C'est-à-dire, voilà, j'envoie un mail à je sais pas quel musicien anglais et tout ça, le mec effectivement si tu tournes bien le truc, il va te dire oui, et puis tu vas lui faire un virement de $600, quoi, ou je sais pas combien. Moi ça m'intéresse pas, je veux dire, à part le fait après de te mettre sur l'autocollant, tiens, j'ai Steven Wilson de Porcupine Tree, je dis ça parce que quand on avait joué un coup avec eux, vous savez, c'est un mec, dans l'absolu, c'est un super truc. Après c'est super, mais en même temps tu payes le mec, mais en fait, alors encore lui c'est une exception parce qu'on avait déjà joué avec lui, mais je trouve un autre exemple de n'importe quel guitariste au monde. Ouais, tu lui dis tiens, faire un chèque d'1 million $. Voilà. Et si c'est juste pour rajouter un nom sur le truc, puis payer, c'est pas la peine. Non. Et en fait, moi je voulais des gens que je connaissais et avec qui aussi on avait déjà joué. Donc c'est avec Renaud Hanson, on avait fait plusieurs premières parties pour Satan Joker, puis c'est un ami, donc voilà, ça a tombé sous le sens. Francis Descamps, le premier clavier de hanche, on avait joué aussi avec lui, puis c'était quand même assez hanche aussi. Tristan Descamps, le clavier actuel de hanche et le chanteur, ça tombait le sens. Pierre-Yves Torillage, chanteur du groupe suisse Galade de prog, voilà, je jouais avec lui. Joe Amor aussi, de King Crown. Donc en fait, ces personnes-là, on a toujours eu des affinités, c'était vraiment... Et d'ailleurs, ils nous ont répondu, moi j'ai envoyé les mails, mais très vite, hein, j'ai envoyé un mail collectif, entre guillemets, et
48 heures après, j'avais la réponse positive de tout le monde, quoi. Et puis il y en a qui ont travaillé très vite aussi, j'ai trouvé ça super. Donc ouais, c'était vraiment sympa, ils sont vraiment... Et donc on a voulu les mettre sur un seul titre, parce que voilà, autrement ça fait un peu à droite, à gauche, etc. Donc on termine l'album par un titre là, qui s'appelle Orion Stargazer, et je pense que c'est le morceau, effectivement, comme il y a des couplets qui étaient un peu répétitifs, on s'est dit, on peut aussi, en plus, ça va nous servir pour casser la monotonie du morceau, d'avoir des timbres de voix différents. Donc après j'ai dispatché, j'avais fait une voix témoin, et j'en ai envoyé en disant voilà la voix témoin, ce que je pense, voilà. Et puis bon, chacun a mis sa patte. J'ai dit voilà, première partie du couplet c'est Rolandson, deuxième partie du couplet c'est Tristan Descamps, etc. Puis après ils m'ont envoyé les pistes, puis après on s'est amusé à tout. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont vachement improvisé pendant le pont central, voilà, des lignes de chant, des vocalises et tout ça. Donc on avait plein de plans, donc après on a tout entremêlé, ce qui fait que tu as vraiment l'impression, pour le coup, on a presque l'impression qu'ils y étaient tous au même moment dans le studio. On n'a pas ce côté un peu pige et prise faite par un mec qui vient juste comme ça par hasard. Je trouve que c'est bien, je trouve que c'est cohérent aussi là-dessus. Donc voilà, les invités c'est des vrais amis, quoi. Donc ça aussi, je trouve que c'est important. Quelque chose qui m'a vachement fait par contre plaisir, mais là c'est plus à titre personnel, c'est Christian Descamps, que je connais bien, voilà, et puis donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer. Chez moi, Ange, c'est différent, c'est une partie de mon enfance, parce que mon parrain qui était dans l'art déjà, la peinture, il a fait les beaux-arts et tout, et écoutait beaucoup Ange. Et en fait, moi j'écoutais Au-delà du délire, tout ça, quand j'avais 11, 12, 13, 14 ans. Et puis après, j'ai fait mon chemin musical, et c'est depuis que j'ai rencontré Tchak que je me réintéresse à ça en fait. Et du coup, je me suis souvenu de plein de choses, et surtout, j'ai eu donc l'opportunité de rencontrer plusieurs fois Christian. On a déjà fait 3 fois avec la nouvelle formation, 3 fois. Et en fait, le premier coup, il est resté sur le côté de la scène, comme ça, il a regardé tout le concert. Et la deuxième fois qu'on s'est vu, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Putain, alors toi, t'as un son de guitare, ça fait des années que j'attendais ça, ça m'a rappelé le Brésovar et tout, le Vox, la SG direct dedans et tout. » Il me dit « Putain, c'est ça le rock'n'roll et tout. » Et ça m'a fait vachement plaisir en fait. Et du coup, ça m'a touché, c'est une anecdote plutôt positive, quoi. Après, il y a des. On est étonné parce que des fois on fait des premières parties. Là, je donnais peut-être 2 anecdotes. Mathieu n'était encore pas dans le groupe. Première, pareil, en parlant d'anecdotes positives, c'était Porcupine Tree. Alors, c'était mon groupe d'avant. Avant Messaline, on s'appelait Absurde. Mais dans le premier Messaline, il y avait les 3 quarts des musiciens déjà d'Absurde. Et on avait fait la première partie de Porcupine Tree en 2003. Il venait de sortir un super album, In Absentia, ouais. Et c'était rigolo. Puis dans Absurde, on était déguisés un peu. Et moi, sur scène, j'avais un kilt et tout ça. Et en fait, il vient nous voir pour les balances et tout ça. Et puis après, on fait notre première partie, donc je suis en kilt et tout ça, puis après il vient me voir et tout ça, et puis il me charrie en me disant « Oh mais en anglais bien sûr, oh mais t'as piqué le kilt à Fiche ». Alors on s'est marré parce que Fiche qui fait 2 mètres, puis moi qui frôle les 1m70, c'était marrant. Donc c'était très très sympa. Et puis sur la deuxième partie de la tournée, donc on avait fait des photos à l'époque en 2003, il n'y avait pas les portables, donc j'avais des photos argentiques. Et donc sur la deuxième partie de la tournée, il repasse sur Lyon, mais 8 mois après, et je retourne le voir. Par contre, cette fois dans le public, et puis quand on a déjà fait la première partie 8 mois avant, je peux le revoir backstage. Et j'amène la photo parce qu'en fait, pour tout dire, il y avait eu sur ce premier concert, lorsqu'on avait fait Porcupine Tree, j'avais invité Christian Descamps, parce que je savais que Christian Descamps était un fan de Porcupine Tree, parce que Steven Wilson a tous les albums de Ange. On en revient tous là-dessus. Et j'avais invité, donc ils avaient pu se rencontrer, puis j'avais fait une photo, j'étais super content. J'avais Steven Wilson d'un côté, Christian Descamps de l'autre, tout ça, que j'avais fait une photo donc, en argentique. Et 8 mois après, sur la tournée, il repasse sur Lyon.
je me fais inviter cette fois pour boire un coup avec lui, et puis et je lui montre la photo qui avait été prise à l'époque, et puis je lui demande de me la signer. Alors, je lui montre la photo comme ça, il voit la photo, super content, oh génial, tout, et puis il la prend, puis j'ai pas eu le réflexe, je lui fais non mais c'est moi qui la signe. Donc en fait, j'ai senti super frustré. Il était content d'avoir une photo avec le chanteur de Messaline. Ouais. Et j'ai bien senti ça fait frustration parce que Christian il aime beaucoup, et après avec le recul je dis merde putain, j'aurais pu lui laisser la photo. Même je savais plus si j'avais le comment on appelle ça, le négatif. Mais voilà, donc sans faire exprès j'ai frustré Steven Wilson. Voilà. Et puis sinon une anecdote aussi, c'est première partie de Freedom Call, un groupe allemand de speed metal. Donc on joue à Lyon avec eux. Et j'avais trouvé ça super sympa, c'est que une fois qu'ils étaient sur scène, entre les morceaux et tout, le chanteur-guitariste nous avait remercié en nous citant le nom du groupe, voilà, pour avoir fait la première partie, tout ça, et il nous avait dédié un morceau. Et là je trouve que c'est grand seigneur, quoi, tu vois, voilà. Et puis après, effectivement, le lendemain, ils jouaient à Paris, et sur leur Facebook, tous les jours, forcément, tu mets un petit peu ce qui s'est passé la veille, et dire voilà, super, amis parisiens, c'était super à Lyon, bonne ambiance à Lyon, avec Messaline qui avait bien ouvert le truc et tout ça. Et tu te dis, ouais, putain, ça c'est des belles anecdotes où quand tu rencontres des musiciens, et puis il y a des choses qui se passent, tu discutes avec eux. Et c'est marrant avec des groupes qui n'ont rien à prouver, c'est des groupes qui sont au-dessus de toi. Et voilà, puis là, tu vois, comme par hasard, ces deux anecdotes, c'est avec un anglais puis un allemand. Mais, et des fois, ce que je reproche peut-être, ça c'est le petit pic de seconde, à certains groupes français, c'est que putain, il y en a encore qui sont dans la comparaison, alors qu'il n'y a rien à comparer parce qu'on est tous dans la même galère. Et puis en fait, bah oui, forcément, tu trouves mieux et tout ça, donc je trouve que là-dessus c'est pas tout rose non plus, ce petit microcosme, parce que l'entente pourrait être encore plus cordiale, ou en tout cas plus honnête, quoi. Ce qui est très compliqué quand on a joué avec Trust, moi personnellement j'aurais aimé pouvoir les rencontrer, ça n'a pas été possible, parce que déjà rien qu'au moment où tout le monde est descendu de scène et tout, tu as une horde de personnes qui envahit les loges, et puis tu as une distance de 10 mètres, et là tu te dis, bon, voilà, c'est un peu la rançon, c'est que plus tu montes dans les strates, plus les gens deviennent inaccessibles, mais je pense pas que ce soit parce qu'ils ont pas envie d'être accessibles. Je pense c'est qu'à un moment donné, il y a un entourage. Il y a un entourage, et que l'entourage fait que c'est compliqué. Oui, non, mais bon, dans l'ensemble, c'est toujours sympa de partager la vie. Mais ouais, voilà. Alors moi, mes racines, mes vraies racines, moi j'ai un père qui est toujours batteur, qui ne joue plus, mais il est encore vivant, qui est batteur de big band à l'origine. Il est plus dans le jazz, il écoutait beaucoup les Eddie Cochrane, Gilles Vincent, les Chaussettes Noires, donc moi j'ai un peu été élevé à ça. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est j'ai commencé la guitare donc à 10 ans, et puis on a un premier groupe avec les Potos, Kiss, AC/DC, Van Halen, les Ramones, Motorhead. Je dirais que c'est ce qui m'a poussé. Après, quand on avance, il y a plein d'autres choses. Aujourd'hui, je suis un gros fan de Frank Zappa. Voilà. Donc, mais j'aime bien un peu ce qui est hors norme, mais pas forcément que le hard rock. Mais ma base, c'est ça, c'est Kiss, AC/DC, Van Halen, les Ramones, c'est Motorhead. Ouais. Moi, c'est Deep Purple. J'ai découvert sur le tard, sur le tard, j'ai découvert dans les années. J'ai découvert finalement, parce que j'ai découvert juste après la reformation, quoi. J'ai découvert Deep Purple en 86.
J'ai commencé à écouter du hard à 15 ans. Et j'ai découvert ce vieux groupe, pour l'époque, alors c'est marrant, hein, parce que maintenant on peut même pas plus dire vieux, on peut dire ancestral, mais je veux dire, en 86 je découvre ce vieux groupe qui avait sorti des trucs de fou en 1970, c'est une rock et tout. T'as le Made in Japan, j'ai un pote, je me souviens toujours, mais c'était le début au lycée, il m'amène une cassette comme ça, il me dit tiens écoute, c'est du hard, tu verras le mec, il t'écoute, tu verras le mec, il m'a dit juste, tu écouteras, le mec il chante comme la guitare. Puis après, t'as Surgical Foam et compagnie. Et waouh, putain, je dis, mais. Ah, c'est ça le hard rock, ouais. Voilà, puis après, donc, je suis parti à fond dans tous les Purple. Et j'avais vu qu'ils avaient ressorti, qu'ils s'étaient reformés en 84 avec Perfect Strangers. Et puis après, Donc je suis parti sur, si tu veux, en 86, je suis parti sur ce qui m'a fondé finalement. Je suis allé directement aux racines, quoi. Donc tout de suite, ça a été Black Sabbath. Led Zeppelin et Deep Purple, puis après j'ai pris le train en marche, puis j'ai écouté ce qui se faisait actuellement, enfin à l'époque. Mais par contre voilà, le déclic c'est Deep Purple, et puis le déclic français c'est Ange, parce que, alors c'est rigolo Ange, parce que la première fois que j'ai écouté, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça à la voix, qu'est-ce que c'est que ça quoi. Et puis après je suis ouais voilà, mais voilà c'est mes deux groupes. Ouais. Alors, juste deux secondes, c'est que c'est un disque qui a été fait un peu à l'ancienne, et je pense qu'il faut l'écouter à l'ancienne. C'est-à-dire que il faut l'écouter dans sa continuité, il faut prendre 45 minutes de son temps pour l'écouter. Bon, je pense qu'on ne peut pas faire comme les jeunes, le mettre dans son iPod et puis écouter le morceau 4 en morceau. Je trouve parce que bon, les morceaux sont bien quand même, mais je pense que il est quand même structuré ce disque. Et je trouve que l'écouter d'un seul bloc, ça amène quelque chose. Et puis, comme je dis, alors écouter à l'ancienne, c'est-à-dire que ça peut, c'est plus le genre de musique que les gens n'avaient pas trop formaté. Donc pour rentrer dedans, il faut vraiment laisser la chance au produit, entre guillemets. Je crois qu'il faut l'écouter plusieurs fois. Comme certains disques qu'on écoutait, la première fois on dit ouais c'est pas mal, mais voilà. Et puis après, comme on achetait un seul disque par mois, ce putain de disque, tu étais obligé de l'écouter 10 fois dans le mois. Et après tu te dis mais en fait non, c'est vachement bon. Et donc voilà, c'est le seul truc que j'ai rajouté, c'est que pour les personnes qui nous regardent et qui connaissent pas encore Messanine, ouais, prenez un peu de temps pour rentrer dedans, et je pense qu'ils ne seraient pas déçus.